Donc, je vais vous parler de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et de ses immigrants francophones. Et surtout, je vais vous parler de l'intégration, mais l'intégration dans sa dimension économique, parce qu'en sociologie, on sait que souvent, quand on parle d'intégration, on parle de différentes dimensions de l'intégration, c'est-à-dire que l'intégration a différentes composantes, comme l'intégration économique, sociale et culturelle. Et même, il y en a qui parlent d'intégration structurelle. Mais moi, je vais surtout mettre l'accent sur l'intégration économique des immigrants francophones qui ont choisi de s'établir en Acadie du Nouveau-Brunswick. Donc, l'Acadie du Nouveau-Brunswick a une trajectoire sociopolitique assez singulière parce que c'était une communauté minoritaire revendicatrice de services en français, mais aussi revendicatrice d'un certain nationalisme institutionnel qui est devenu, au début des années 2000, une communauté d'accueil d'immigrants. Mais c'est une communauté d'accueil d'immigrants qui a été créée, non pas parce qu'il y a une masse critique d'immigrants qui ont choisi de s'y établir, mais tout simplement parce que le gouvernement fédéral a, en partenariat avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes et aussi des organismes acadiens, ont décidé de tirer profit des politiques de régionalisation de l'immigration. Et donc, l'Acadie est devenue une communauté d'accueil finalement créée par le droit et le militantisme de certains organismes acadiens. Et donc, malgré cela, donc c'est dans les années 2000 que l'Acadie est devenue une communauté d'accueil d'immigrants officiellement. Et il n'y a pas une masse critique d'immigrants qui l'ont choisi. Donc, si on regarde les chiffres sont minimes. Hein, comparé au Québec, c'est rien. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Il n'y a que 3% d'immigrants. Par exemple, si on fait le pourcentage, donc les immigrants représentent environ 3% de la population francophone néo-brunswickoise. Ils étaient 5110 en 2016, les dernières statistiques qu'on avait. Et malgré ça, quand même, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une diversité d'immigrants qui s'établissent en Acadie. Donc, on a 3 mondes d'immigrants francophones en Acadie. Vous avez le monde des étudiants internationaux. Donc, les étudiants internationaux, pour ceux qui ne savent pas, je les classe parmi les immigrants. Pourquoi? Parce que depuis 2013-2014, ils deviennent systématiquement des résidents permanents. Avant, c'était difficile pour eux d'obtenir la résidence permanente et de s'établir au Nouveau-Brunswick, mais maintenant, de plus en plus, avec n'importe quel emploi, ils deviennent des résidents permanents. Vous avez aussi le monde congolais. Le monde congolais, pourquoi? Parce qu'au début des années 2010, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de réfugiés congolais qui ont été accueillis au Canada. Et donc, avec la politique de régionalisation, le gouvernement fédéral a choisi de les installer dans les provinces maritimes, notamment au Nouveau-Brunswick. Et donc, ils font partie de ce monde des immigrants. Et vous avez aussi, paradoxalement, un monde franco-belge qui a émergé depuis les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que les Français et les Belges, souvent, quand ils arrivent au Nouveau-Brunswick, ce qu'ils recherchent, c'est la qualité de vie. Donc, ils ont quitté des grandes villes européennes comme Paris, comme Bruxelles, etc. Et donc, ils viennent au Nouveau-Brunswick et quand on leur demande pourquoi ils ont choisi de s'installer en Acadie et non pas à Montréal ou dans une ville québécoise, souvent, ce qu'ils disent, c'est que ils ont choisi l'Acadie à cause de sa qualité de vie ou grâce à sa qualité de vie. Et donc, la question que je me suis posée dans mes recherches, c'est est-ce que l'Acadie peut s'inspirer d'un modèle d'intégration économique? Parce que quand on regarde la littérature sociologique et économique sur l'immigration met en évidence différents modèles d'intégration économique des immigrants. Alors, ces modèles-là, ce sont des types idéaux, donc il faut être clair là-dessus, ce sont des types idéaux qui ne se retrouvent pas à 100% dans une communauté ou dans un pays. C'est que ce sont des modèles qui sont souvent juxtaposés, qui sont mélangés les uns les autres. Donc, faute d'un meilleur terme, d'un meilleur concept, on peut distinguer ce qu'on appelle un modèle d'intégration assimilationniste avec ces 2 variants. Donc, les variants ici, ce ne sont pas des variants du COVID, bien entendu, ce sont des variantes du modèle classique d'intégration. Alors, le modèle classique d'intégration, le modèle assimilationniste avec sa variante classique, c'est que quand on parle de variante classique ici, ce que ça signifie, c'est que tout simplement, quand les immigrants arrivent, ils finissent par se fondre dans la société d'accueil. Donc, ils ne sont pas cantonnés dans des secteurs du marché du travail délaissés par les locaux. Et donc, ils ne sont pas victimes de discrimination. Ça, c'est le type de modèle qu'on a pu observer, par exemple, aux États-Unis, quand les Blancs européens sont arrivés.
Et donc, ils se sont fondus dans ce qu'on appelle le creuset américain, dans le melting pot américain, parce qu'ils n'ont pas été victimes de discrimination raciale. Ils ne sont pas des populations racisées. Donc ça, c'est la variante classique. C'est comme si la société américaine avait fini par les absorber en quelque sorte. Et à côté de cette variante classique, vous avez aussi ce qu'on appelle un modèle de l'assimilation, pas le modèle, mais la variante de l'assimilation segmentée. Alors, assimilation segmentée, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici, les immigrants, quand ils arrivent, mais leur intégration est différenciée. Vous avez ceux qui appartiennent à la classe moyenne, qui ont des capitaux culturels, qui ont du capital humain et qui finissent par rejoindre souvent les classes moyennes et supérieures de la société d'accueil. Et par contre, vous pouvez avoir des immigrants qui peuvent être racisés ou qui souvent n'ont pas de capital humain ou de capital culturel et qui finissent souvent par rejoindre les classes populaires. Et donc, ça, c'est la variante de l'assimilation segmentée. Ensuite, on a ce qu'on appelle le modèle d'intégration sur un marché secondaire du travail. Alors, ça, c'est le modèle décrit par l'économiste du travail, Michael Pior. Il dit que généralement, quand les immigrants arrivent, souvent, ils occupent des emplois qui sont délaissés par les nationaux. Et donc, ces emplois se situent sur un marché secondaire du travail. Alors, le marché secondaire du travail existe à côté d'un marché primaire du travail où se trouvent les emplois de qualité. Les emplois du marché secondaire du travail sont souvent des emplois qui sont délaissés, qui ne mènent à aucune perspective de carrière, qui ne sont pas des emplois permanents et qui sont même souvent des emplois saisonniers et qui sont caractérisés par les TDD, Dirty, Dusty, Dangerous, Deadening même. Et vous avez aussi un autre modèle, c'est le modèle d'intégration dans une économie ethnique. Alors, le modèle d'intégration dans une économie ethnique, ça signifie que vous avez une masse critique d'immigrants qui créent des entreprises et qui emploient leurs compatriotes ou les gens qui sont de même nationalité qu'eux. Vous avez ce qu'on appelle les Chinatown. Vous avez aussi l'économie cubaine, l'économie ethnique cubaine, par exemple, à Miami. Et donc, ça, ce sont des modèles d'intégration dans une économie ethnique. Alors, pour ce qui concerne l'Acadie, c'est sûr que quand on regarde les modèles, l'Acadie ne peut pas s'inspirer de ces modèles d'intégration économique. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle une exiguïté du marché du travail francophone en Acadie. L'Acadie, c'est une communauté francophone minoritaire, comme vous le savez. Et donc, l'exiguïté du marché du travail francophone, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en général, au Nouveau-Brunswick, les immigrants, quand ils arrivent, ils sont souvent obligés de s'intégrer sur le marché du travail anglophone. Parce que c'est l'anglais qui domine sur le marché du travail et donc souvent on exige des immigrants qu'ils maîtrisent l'anglais. Et donc, ils n'ont pas tellement le choix que de s'intégrer en anglais. Même si, le paradoxe ici, c'est quoi? C'est qu'on leur dit, venez faire français, venez faire société avec nous en français. C'est ça que l'Acadie diffuse à travers le monde en recrutant des immigrants. Venez faire société avec nous en français. Mais quand les immigrants arrivent, ils sont obligés de s'intégrer en anglais. Et donc, quand on regarde de plus près quand même, en Acadie du Nouveau-Brunswick, il y a 2 secteurs du marché du travail francophone qui recrutent quand même, qui sont voraces en main-d'œuvre et qui recrutent. Mais ces 2 secteurs du marché du travail, que sont l'éducation et la santé, qui devraient recruter des immigrants, ce sont ces 2 secteurs-là qui les excluent. Alors, si on prend le cas de l'éducation au niveau primaire et secondaire, mais ce qui arrive, c'est que, paradoxalement, on a 2 pédagogies qui se juxtaposent. Donc, on a une pédagogie de l'inclusion qui s'applique aux élèves, donc une pédagogie très inclusive pour les élèves. On a même eu des cas où des familles québécoises sont venues s'installer au Nouveau-Brunswick et les raisons qu'ils donnaient, c'est de dire que l'éducation au Nouveau-Brunswick, c'est plus inclusif. Et donc, la pédagogie de l'inclusion s'applique aux élèves, mais vous avez à côté de la pédagogie de l'inclusion ce qu'on appelle la pédagogie par ricochet, où là, la mission de l'école francophone acadienne est de transmettre l'identité et la culture acadienne. Et aussi de transmettre la fierté française aux élèves. Alors, une telle pédagogie fait en sorte que souvent, les Acadiens pensent qu'en général, ne peuvent transmettre les valeurs acadiennes et la culture acadienne que des enseignants acadiens, biologiquement acadiens, donc qui ont des ancêtres acadiens de souche. Et donc, c'est ce qui explique souvent que des immigrants arrivent, ils sont enseignants, mais on les exclut de ce secteur du marché du travail qui est l'éducation au niveau primaire et secondaire. Jusqu'à date, toutes mes recherches ont mis en évidence qu'il n'y avait qu'un seul immigrant
francophones de l'Afrique subsaharienne qui avaient un poste permanent, c'est-à-dire un contrat de type B. Alors, je vous ai mis la citation d'une enseignante, ça c'est une enseignante d'origine européenne qui a été recrutée par le district anglophone sud pour enseigner le français langue seconde à des élèves anglophones. Et donc, il avait mené une entrevue, elle avait fait une entrevue dans une école francophone, donc acadienne, et la question qu'on lui avait posée, c'est comment allez-vous enseigner la culture acadienne à nos élèves? Et donc, à cette question, elle n'a pas pu ou elle ne pouvait pas donner une réponse parce qu'elle n'est pas de souche acadienne. Et résultat, elle n'a pas eu l'emploi. Alors, au niveau de la santé aussi, la santé, c'est l'autre secteur qui, en principe, devrait recruter, mais qui ne recrute pas. Et donc, là aussi, on a noté des discriminations à tous les paliers. J'avais interviewé pas mal d'étudiants internationaux qui suivent le programme de sciences infirmières. Et donc, on les discrimine surtout au niveau des stages. Les étudiants que j'ai mis dans mon échantillon, c'est vrai que c'est dommage, je n'ai pas le temps de parler de méthodologie, mais on pourrait certainement y revenir lors de la période de questions. Et donc, ces étudiants-là, souvent, ils sont brillants dans les cours théoriques, mais c'est surtout au niveau des stages qu'on les fait échouer. Alors, on les fait échouer en leur donnant une charge de travail qui est discriminatoire, c'est-à-dire qu'on leur confie souvent des patients qui sont racistes ou bien qui ont des maladies chroniques qui nécessitent des soins aigus. Et généralement, le but ici, c'est de les faire échouer parce qu'ils sont en première ou en deuxième année, on les confie des patients que normalement, on devrait confier à des étudiants qui sont finissants. Mais ça, on pourrait y revenir lors de la période des questions. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant comme option aux immigrants? Comment peuvent-ils s'intégrer économiquement en Acadie? Alors, la seule option qui reste pour eux, c'est de s'intégrer par les marges. Les marges ici, ce sont les marges du marché du travail francophone. Alors, ces marges-là sont des marges de la niche conjoncturelle et de la niche structurelle d'emploi. Donc, il y a une niche conjoncturelle d'emploi et une niche structurelle d'emploi en Acadie. La niche conjoncturelle d'emploi, elle est composée de banques et d'assurances. Ici, pourquoi je l'appelle niche conjoncturelle d'emploi dans mes recherches, c'est qu'ici, les immigrants, ils sont intégrés par des employeurs qui ont fini par comprendre les bénéfices de la diversité. Et pas parce que ces employeurs-là manquent de main-d'œuvre, manquent d'employés. Au contraire, il y a des Acadiens qui appliquent, mais les employeurs, souvent, préfèrent même recruter des immigrants. Pourquoi? Parce que si on prend le cas des banques, par exemple, c'est la Banque nationale qui avait commencé à recruter des immigrants, des étudiants internationaux finissants. Et donc, il y a un directeur de succursale de la Banque nationale qui avait commencé le recrutement. Il a recruté un étudiant international d'origine guinéenne. Et donc, cet étudiant-là lui a amené tout un réseau de clientèle. Et cet étudiant-là, non seulement amène un réseau de clientèle, mais est devenu même, ou a été nommé parmi les 10 meilleurs employés de banque au Canada. Donc, vous voyez que la valeur ajoutée est énorme. Et donc, les autres banques se sont mis à imiter le modèle de la Banque nationale. Donc, ça, c'est la niche conjoncturelle d'emploi où les employeurs finissent par comprendre les bénéfices de la diversité. Ensuite, à côté de la niche conjoncturelle d'emploi, vous avez ce que j'ai appelé dans mes recherches la niche structurelle d'emploi. Alors, la niche structurelle d'emploi, pourquoi je l'appelle ainsi, c'est qu'ici, on manque de main-d'œuvre, on manque d'employés, de telle sorte qu'on n'a pas le choix, il faut avoir recours aux immigrants. Et donc, cette niche d'emploi structurel est composée de foyers de soins, de centres d'appel, de l'hôtellerie-restauration. Alors ici, vous avez même des préjugés favorables ou bien des stéréotypes favorables aux immigrants. Si on prend le cas des centres d'appel, par exemple, il y a une directrice de centre d'appel qui me confiait qu'elle préférait recruter des étudiants internationaux ou des immigrants à la place des Canadiens. Parce que dans les centres d'appel, ici, ce qui se passe, c'est que les employés, ils sont obligés, par exemple, pas obligés, mais en tout cas, c'est une de leurs tâches que de retenir des clients de Bell ou de Rogers qui voudraient souvent annuler leur contrat. Et ce que cette directrice des ressources humaines me confiait, c'est que les employés canadiens sont assez timides, ils ne sont pas assez persuasifs envers le client, alors que les étudiants internationaux et les immigrants, de par leur culture soi-disant de persuasion, ils ont tendance à argumenter, mais aussi à développer des modèles de persuasion de telle sorte qu'ils sont capables de retenir le client. Et quand ils retiennent des clients, souvent, ils ont des bonus aussi.
Et donc, ici, les préjugés sont assez favorables aux immigrants. Dans les foyers de soins aussi, c'est pareil. Dans les foyers de soins pour personnes âgées, il y a des employeurs qui pensent que les immigrants sont plus empathiques envers les personnes âgées comparées à leurs collègues canadiens. Et donc, ça, c'est la niche structurelle d'emploi, qui est une niche qui recrute à tour de bras. Allez en Acadie, vous allez voir que les centres d'appel, par exemple, le plus grand centre d'appel a pratiquement plus du tiers de ses employés qui sont des immigrants et des étudiants internationaux. Alors, cela nous mène un peu vers la fin. Je ne sais pas si j'ai tenu à travers le temps. Donc, vous voyez que l'Acadie n'a pas de modèle d'intégration à proposer à ces immigrants. Et donc, ces immigrants ne peuvent s'intégrer que dans les marges du marché du travail, que sont les niches conjoncturelles et structurelles d'emploi. Alors, cela nous mène à quoi? Cela nous mène à des défis en matière de cohésion sociale, parce que ça fait quand même 20 ans que l'Acadie est devenue une communauté d'accueil d'immigrants, mais une communauté d'accueil d'immigrants qui est symbolique somme toute, parce que le discours pour l'accueil d'immigrants est très favorable en Acadie, très favorable, le discours est très progressiste, très positif, parce que l'immigration, n'oubliez pas que l'immigration en Acadie est une composante des politiques linguistiques. Et la politique linguistique veut qu'on assure la vitalité du français en Acadie et qu'on assure la vitalité de la communauté francophone, qui est ici la communauté minoritaire. Et donc, dans ce cas, on voudrait avoir de nouveaux locuteurs pour assurer la survie du français. Et en ce sens, c'est très positif, mais sauf que l'accueil demeure largement symbolique parce que, veut pas, l'intégration des immigrants, c'est d'abord et avant tout une intégration économique. Hier, je suis content que Mme Bizarri l'a souligné dans sa présentation. L'intégration est avant tout une intégration de type économique, avant que d'être sociale ou culturelle. Et donc, ici, puisque les immigrants ne se sentent pas intégrés sur le marché du travail, ils en sont exclus, ils s'intègrent par les marges. Ça pose un défi au niveau de la cohésion sociale de l'Acadie. Et je vous ai mis en évidence la citation d'une interviewée qui me disait que la francophonie acadienne, finalement, est devenue une francophonie en tranche napolitaine. Parce que vous avez l'Acadie, qui est la majorité, les Acadiens qui sont majoritaires, qui sont dans leur coin, qui sont une communauté tissée serrée, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas intégrer les immigrants. Et donc, ces immigrants-là, finalement, constituent finalement de petites communautés entre elles. Vous avez les Français et les Belges, vous avez le monde congolais, vous avez le monde maghrébin aussi qui émerge de plus en plus. Et donc, finalement, ces communautés francophones locales ne se mélangent pas. Et ça devient quoi? Ça donne une francophonie en tranche napolitaine au niveau local. Voilà ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté.